Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les immenses baies vitrées de l'Étoile d'Or, projetant de longues ombres sur le parquet de chêne ciré. Niché au cœur du 8e arrondissement de Paris, ce n'était pas un lieu pour des déjeuners décontractés, c'était un théâtre du pouvoir. Des gestionnaires de fonds spéculatifs murmuraient autour de noix de Saint-Jacques poêlées, des magnats de la tech esquissaient des avenirs sur des serviettes en lin, et l'air vibrait du faible bourdonnement du capital qui changeait de main. Personne ne remarquait Chloé Dubois tandis qu'elle se déplaçait entre les tables. À 30 ans, elle avait maîtrisé l'art d'être à la fois essentielle et invisible. Ses mouvements étaient une étude d'économie, un plateau de verre Zao en cristal tenu en équilibre sans effort dans une main. Sa peau sombre semblait absorber la lumière ambrée du restaurant, et ses cheveux étaient coiffés en une tresse élégante et complexe. Son uniforme, une chemise blanche impeccable et un tablier noir parfaitement noué, étaient immaculés. Elle était une force tranquille d'efficacité. Il y avait les affronts habituels. Un homme à la table 5 qui faisait un geste avec son verre de vin vide au lieu d'utiliser son nom. Une femme à la table 2 qui demandait avec condescendance si elle savait vraiment ce que signifiait la recommandation d'un grand cru. Chloé accueillait chaque situation avec un professionnalisme placide, qui était sa propre forme d'armure. Elle avait appris depuis longtemps à ne pas laisser leur monde définir le sien. Au pupitre d'accueil, Julien, le directeur, lui fit un signe de tête discret. « Prépare-toi » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'entrée. La lourde porte en verre s'ouvrit, et Arnaud de la Roche ne se contenta pas d'entrer. Il fit une entrée. Il avait la cinquantaine avancée, avec une crinière de cheveux argentés peignée en arrière sur un front hâlé. Son costume, d'un gris anthracite taillé sur mesure, coûtait probablement plus que le loyer annuel de Chloé. Il balaya la salle du regard, non pas à la recherche d'une table, mais d'un public, son regard parcourant le personnel comme s'il s'agissait de meubles. Son groupe de 3 personnes, 2 jeunes hommes en chemises bleues identiques et une femme chic à l'accent parisien distinct, le suivaient comme des planètes en orbite. Ils furent installés à la table 12. La section de Chloé. Bien sûr. Elle prit une profonde inspiration, lissa son tablier et s'approcha. « Bonjour, je m'appelle Chloé et je serai votre... Je dois savoir que votre chef ne se contente pas de faire le minimum pour les options sans gluten. » L'interrompit de la Roche, sans même lever les yeux de son téléphone. Chloé ne s'y a pas. « Entendu, monsieur. » Le chef prépare une base de quinoa séparée pour le bar et utilise une réduction de tamari. Pas de blé, pas de contamination croisée. Cela le fit lever les yeux, juste une seconde. Ses yeux bleus acier parcoururent son visage, comme s'il essayait de la surprendre en flagrant délit de mensonge. Il grogna et se tourna vers la femme. Chloé continua, prenant les commandes de boisson. La femme, Isabelle, posa une question sur un Sancerre particulier. « Est-ce un vin sec ou plutôt un style du Nouveau Monde ?» demanda-t-elle. Dans un français fluide et sans accent, Chloé répondit. « C'est un Sancerre de la vallée de la Loire, madame. Très vif, avec des notes de silex et d'agrumes. Un excellent choix. Je peux vous en apporter une dégustation. » L'échange fut bref, professionnel. Mais le silence qui suivit dura un instant de trop. De la Roche se pencha en arrière, un sourire narquois aux lèvres, sa voix assez forte pour que les tables voisines l'entendent. « Tiens, regardez-moi ça, un talent caché. » Les autres hommes à la table rirent nerveusement. Isabelle ne rit pas. Chloé garda un sourire impassible, mais une tension familière se noua dans sa poitrine. Elle croisa son regard directement pour la première fois. « Cela fait partie du métier, monsieur. » Elle se tourna vers la cuisine, le dos droit,
son expression un masque de calme. Ce n'était pas nouveau. Mais il y avait quelque chose de plus lourd dans son amusement condescendant aujourd'hui. Elle ne le savait pas encore, mais c'était le jour où le masque allait se fissurer, non pas de colère, mais de vérité. Lorsque Chloé revint avec les boissons, le bourdonnement de la richesse désinvolte emplissait la pièce, mais son propre monde avait basculé. Elle posa chaque verre avec une main ferme. L'eau pétillante, le thé glacé et le Sancerre, dit-elle. Isabelle leva les yeux avec un petit sourire reconnaissant. « Merci, dit-elle doucement. » Alors que Chloé se tournait pour partir, Isabelle l'interpella dans un français rapide et fluide. « Excusez-moi, mademoiselle, pouvez-vous me dire si la fleur de sel qu'ils utilisent sur le filet de bœuf vient de Guérande, et si le saumon est sauvage ou d'élevage ?» Chloé s'arrêta, puis répondit dans le même français impeccable, expliquant que le saumon était sauvage, pêché en Écosse, et que oui, la cuisine s'approvisionnait exclusivement en sel des marais de Guérande. Les sourcils d'Isabelle se haussèrent de surprise sincère. Impressionnant. Merci. Avant que Chloé ne puisse faire un pas, Delaroche se pencha à nouveau en arrière, ce même sourire suffisant étalé sur son visage. « Ouah !» tonna-t-il, et le couple à la table 10 jeta un coup d'œil. Polyglotte et tout le toutime. Je ne m'attendais pas à ça de la part de quelqu'un qui porte des plateaux. Le sourire de la femme s'effaça. Un des jeunes hommes trouva soudain son verre d'eau fascinant. Chloé se retourna lentement, les mains jointes dans le dos. Son cœur battait comme un seul tambour sourd dans ses oreilles, mais son visage resta impassible. « Nous recevons des clients du monde entier, monsieur. Il est utile d'être préparé. » Le sourire de Delaroche s'élargit. « Si vous êtes si intelligente, dit-il en traînant sur les mots, pourquoi ne traduisez-vous pas ceci pour mes collègues ?» Sans prévenir, il cracha une phrase confuse en allemand dur, rapide et atrocement prononcée. Le silence se fit à la table. Ce n'était pas une question. C'était un test, conçu pour qu'elle échoue. Chloé resta parfaitement immobile. Elle comprit la structure bancale, la grammaire maladroite et l'intention arrogante derrière cette phrase. Elle croisa son regard, non pas avec défi, mais avec une clarté cristalline. « En allemand, monsieur ?» demanda-t-elle, sa voix douce mais portant dans le silence soudain. « Souhaitez-vous la traduction littérale, ou celle que vous vouliez dire ?» Delaroche fit un geste expansif. « Celle qui vous fera paraître la plus intelligente. » Chloé ne scia pas. « Vous avez dit, l'esprit est comme un parachute. Il ne fonctionne que lorsqu'il est ouvert. Cependant, vous avez utilisé le du informel avec un nom abstrait, ce qui est grammaticalement maladroit. Dans un contexte approprié, on dirait « Der Geist ist wie ein Fallschirm. Fonctionniert nur, wenn offen ist. » Elle prononça la phrase avec une diction parfaite, ni forte, ni suffisante, juste un fait. Isabelle haussa les sourcils, une lueur d'amusement dans les yeux. « Elle a raison, » murmura-t-elle à l'homme à côté d'elle. « J'ai étudié à Munich. » Sa version ressemblait à celle d'un étudiant en première année à l'Oktoberfest. Le jeune homme étouffa un rire dans sa serviette. Le sourire de Delaroche vacilla. « Eh bien, marmonna-t-il, quelqu'un a mémorisé quelques citations. »« Je n'utilise pas Google Translate, monsieur, » dit calmement Chloé. « Et si vous le souhaitez, je peux vous donner la source originale. » La phrase est souvent attribuée à tort à Einstein, mais le sentiment lui est en réalité antérieur dans les œuvres d'autres penseurs. Toute la table était figée. Delaroche insista, sa voix plus dure maintenant. « Joli tour, un vrai numéro de cirque. Ça doit vous rapporter de bons pourboires, j'imagine. » Chloé pencha légèrement la tête, et sa voix baissa d'un ton,
perdant sa chaleur professionnelle pour laisser place à quelque chose de solide comme l'acier. J'ai un master en géopolitique et en linguistique, monsieur. 4 langues, un diplôme et 2 emplois pour financer les études de médecine de ma sœur. Mais oui, aujourd'hui, je suis votre serveuse. Delaroche ouvrit la bouche, puis la referma. L'air était lourd de non-dits. Chloé recula d'un pas. « Je vais voir où en est votre saumon, madame. » Puis elle s'éloigna. Pas rapidement, pas avec dépit, mais avec la démarche mesurée de quelqu'un qui savait exactement qui elle était. Cette fois, en traversant la salle, tout le monde la vit. Ils virent la femme qui n'avait pas haussé la voix, qui n'avait pas riposté, mais qui avait tendu un miroir à un homme qui pensait posséder les lieux. Et à la table 12, Arnaud Delaroche réalisa qu'il venait d'en perdre le contrôle. Le bar était resté intact devant lui. Le rire qui avait autrefois dominé la salle s'était éteint. « Elle a réponse à tout, hein ?» dit Delaroche, essayant de reprendre pied. Personne ne répondit. Finalement, Isabelle parla, sa voix froide et assurée. « Non, dit-elle, elle avait des réponses à vos questions. C'est différent. Cette génération, grommela Delaroche, toujours à vouloir prouver quelque chose. » Le jeune homme en face de lui, silencieux jusqu'alors, leva les yeux. Peut-être qu'elle n'essayait rien de prouver, monsieur Delaroche, dit-il doucement. Peut-être qu'elle ne voulait simplement pas être traitée avec condescendance. Pour la première fois de l'après-midi, Arnaud Delaroche ressentit un malaise profond et inconnu. C'était le sentiment de son propre reflet qui le regardait, et il n'aimait pas ce qu'il voyait. Quelques minutes plus tard, Chloé revint. Elle n'hésita pas, s'approchant de la table avec l'addition discrètement pliée dans un porte-addition en cuir. Elle la posa près de l'assiette de Delaroche. « Dès que vous serez prêt, » dit-elle d'une voix neutre. Il attrapa l'addition, mais s'arrêta. Il leva les yeux et son regard croisa le sien. « Chloé, c'est bien ça ?» Elle acquiesça d'un seul signe de tête sec. Il s'éclaircit la gorge. « Je n'ai pas bien géré la situation. J'ai l'habitude des pièces où si l'on n'est pas la voix la plus forte, on se fait noyer. C'est comme ça que j'ai appris à gagner. » Elle resta silencieuse, l'observant, son expression n'offrant aucune absolution facile. « Vous aviez raison, » dit-il enfin, les mots lui coûtant visiblement. « Je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un comme vous riposte. » Sa voix était douce mais ferme. « Vous ne vous attendiez pas à ce que quelqu'un comme moi parle tout court, monsieur. » Il expira lentement. La vérité de ces mots atterrit avec le poids d'une encre. « Vous avez gagné ce que vous avez. C'est évident. » « C'était toujours évident, » le corrigea-t-elle doucement. « Vous aviez simplement choisi de ne pas le voir. » Il hocha la tête, plus pour lui-même que pour elle. Il signa l'addition, ajouta un pourboire conséquent et y glissa sa carte. En la lui tendant, il marqua une pause. « Je ne suis pas doué pour les excuses, » dit-il. « Mais pour ce que ça vaut, votre sœur a de la chance d'avoir quelqu'un qui ne se laisse pas définir par le monde. » Chloé aurait pu sourire. Elle aurait pu dire merci. Au lieu de cela, elle lui offrit quelque chose de plus précieux, la vérité. « Elle forgera sa propre chance, monsieur, » répondit-elle. Puis elle prit l'addition et s'éloigna. Plus tard dans la soirée, alors que Chloé dénouait son tablier, Julien l'appela dans son petit bureau encombré. Il lui tendit une tablette sans un mot. Sur l'écran, un email adressé à la direction du restaurant. Objet, une leçon de grâce, acquis de droit. Aujourd'hui, j'ai agi avec une arrogance que je regrette. Votre serveuse Chloé a répondu à ma condescendance avec un aplomb et une intelligence qui m'ont forcé à me regarder d'une manière que je n'avais pas faite depuis longtemps. Je vous prie de la remercier pour sa grâce.
Si jamais elle est intéressée par un poste dans les relations clients internationales, elle a ma recommandation inconditionnelle et mes coordonnées personnelles. Cordialement, Arnaud de la Roche-Cloé le lut, le visage impénétrable. « Vous y pensez ?» demanda Julien en se penchant en arrière sur sa chaise. Elle lui rendit la tablette. « Je pense au fait que certaines personnes ont besoin d'une véritable leçon pour voir ce qui est juste devant leurs yeux. » « Je sais que vous ne le faisiez pas pour lui, dit Julien. C'est pour ça que ça a fonctionné. » Il fit une pause, puis se leva. « Nous cherchons un responsable de salle pour les services du week-end. Quelqu'un pour former le nouveau personnel, s'occuper des VIP, maintenir l'équilibre. Quelqu'un qui inspire le respect sans avoir à hausser la voix. » Il la regarda droit dans les yeux. « Le poste est à vous, si vous le voulez. » Un petit sourire discret effleura enfin les lèvres de Chloé. « Je vais y réfléchir, » dit-elle. En rentrant chez elle dans les rues rafraîchies de la ville, Chloé ressentit un sentiment de quiétude. Son appartement était calme. Sa jeune sœur dormait sur le canapé, un épais traité d'anatomie ouvert sur sa poitrine. Chloé ne se sentait pas comme une héroïne. Elle n'avait pas gagné de bataille. Elle avait simplement refusé d'être effacée. Elle avait dit sa vérité, non pas pour les applaudissements, mais pour que quelqu'un, pour une fois, soit forcé d'écouter. Et pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un l'avait fait. Le monde extérieur continuait de tourner. Les factures attendaient toujours. Et demain serait une autre longue journée. Mais ce soir, sa voix avait porté. Et c'était suffisant.